Les Affranchis lancent leur premier podcast et notre invité aujourd'hui est Laurent Papy. Il est ingénieur et analyste pour l'Institut de recherche économique et fiscale, pour lequel il publie un rapport sur l'agriculture bio. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Laurent. Bonjour Constance. On va parler du bio aujourd'hui et je t'ai amené 2 carottes. Ouais. Et je trouve que rien ne change entre les 2 carottes, je trouve qu'elles ont vraiment le même aspect. Mais il y en a une qui est bio et l'autre qui ne l'est pas. Donc est-ce que tu peux m'expliquer la différence ? Alors je pense que la différence principale c'est le prix auquel tu les as achetées. Oui, c'est vrai. Mais sinon elles vont être à peu près pareilles en termes nutritifs, sanitaires, impact environnemental. Il y a plein de débats dessus mais c'est pas forcément ce qui va faire une grosse différence. Donc si tu veux une carotte bio par rapport à une carotte qui n'est pas bio, la différence c'est que le mode de culture de cette carotte, il aura refusé un certain nombre de pesticides, pas tous, il aura utilisé des pesticides, mais pas des pesticides de synthèse, et il aura refusé les OGM. De toute façon, les OGM sont tous interdits en France, surtout en France, et on pourra revenir dessus. Mais bon. D'un point de vue nutritif, si on compare pour tous les fruits et légumes et même la viande, entre des aliments bio et des aliments non bio, il y a très peu de différence. C'est-à-dire que on va avoir des différences marginales sur du cadmium, sur certains phytomicroconstituants, mais sinon, ça va être à peu près les mêmes composés. Donc d'un point de vue nutritif, ça ne va pas vous apporter plus d'éléments. D'un point de vue sanitaire, dans les 2 cas, si la carotte a été cultivée en France, et même dans tout un tas de pays du monde, elles sont d'une excellente qualité sanitaire, et il y a très peu de risques sanitaires associés à ça, que ce soit en bio ou en non bio. D'accord. Peut-être que là je détaille là-dessus. Il y a eu une étude récemment qui est sortie sur le fait que manger bio permettrait d'avoir moins de cancer. Cette étude, elle est en contradiction avec une autre étude qui avait été faite précédemment sur un échantillon de personnes encore plus grand, et elle fait l'objet de beaucoup de débats parmi les nutritionnistes et les épidémiologistes, parce qu'on est sur des phénomènes où celui qui va avoir moins de cancer, dans la population, l'échantillon qui va avoir moins de cancer, c'est aussi un échantillon qui va faire par exemple plus de sport, plus attention à son mode de vie, qui ne va pas fumer. Ils vont avoir moins de cancer, c'est vrai, mais on pourra difficilement l'expliquer. Est-ce que c'est à cause du bio, ou est-ce que c'est à cause du fait qu'ils ne fument pas ou voilà. Et donc ça c'est très très discuté. Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments scientifiques qui permettent d'affirmer que manger bio présente un risque relatif d'avoir moins de cancer. Et sur la question des cancers, encore une fois, il y a des choses qu'on sait très bien. Par exemple, boire de l'alcool, fumer, ça génère des cancers. Et donc, on peut aussi très mal manger en bio. Si on mange des choses grasses, si on ne mange pas de légumes, mais si on achète de la pâte à tartiner qui est bio, c'est pas bon pour la santé, et que ce soit bio ou conventionnel. Donc, d'un point de vue général, sur les aspects nutritifs et sanitaires, il n'y a pas de différence sur la qualité alimentaire. Et c'est d'ailleurs en quelque sorte une illusion, parce que si on regarde les sondages, c'est la première raison pour laquelle les Français achètent du bio, c'est pour les questions de santé, et ça n'est pas aujourd'hui scientifiquement validé par la démarche. Et tu parlais des pesticides, est-ce qu'on pourrait nourrir tout le monde avec du bio, étant donné qu'on n'utilise pas les mêmes pesticides ? On pourrait nourrir le bio en termes de rendement. Quand on regarde au niveau mondial, le bio, il a entre 20 et 30% de rendement en moins. Maintenant, quand on compare avec des agricultures qui sont très performantes, des agricultures dites conventionnelles qui sont très performantes, comme en France, le bio, sur certaines productions, ça peut aller jusqu'à moins 50, moins 60%. D'accord. Donc, c'est des pertes de rendement qui sont considérables, et c'est une sous-performance qui, à mon sens, n'est pas justifiée. Sur le cas des pesticides, alors il y a plusieurs éléments à dire. Le premier, c'est que le bio, contrairement à ce qu'un Français sur 2 pense, le bio utilise des pesticides. Il utilise des pesticides qu'il qualifie naturels, et cette définition de naturel, elle est assez arbitraire en fait. Et il y a des pesticides qui sont utilisés en bio qui sont bien plus toxiques que certains pesticides qui sont utilisés en conventionnel. L'exemple hyper classique, c'est le sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre, c'est un pesticide qui est indispensable pour lutter contre le mildiou, bio ou non. Et le bio en met plus parce qu'ils n'utilisent pas de versions de synthèse qui permettent de le rendre plus efficace et donc d'en mettre moins. Et c'est quelque chose d'extrêmement toxique à la fois pour les humains
et pour les êtres vivants. Donc il y a plein d'éléments qui font que, en fait, il y a une opposition aux pesticides parce qu'ils seraient de synthèse, et ça part du principe que vu que c'est naturel, c'est bon, et vu que c'est de synthèse, c'est mal. Et ça, c'est une opposition qui est au cœur de la philosophie bio, parce que le bio, derrière, c'est surtout une philosophie qui est complètement invalidée par la démarche scientifique et qui, à mon sens, est plutôt préoccupante, en fait, de considérer cette approche-là, parce qu'elle est complètement anti-science. D'accord, je comprends. Et on considère que le bio est bien meilleur, par exemple pour favoriser les circuits courts. Et qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, je réponds deux choses. La première, c'est que le bio n'est pas forcément fait dans des petites fermes comme on se l'imagine, un peu l'image d'Épinal du petit paysan qui cultivera en harmonie avec la nature. Cette image d'Épinal n'a jamais existé et elle n'existera probablement jamais. Il y a bien sûr des petits producteurs bio, mais aujourd'hui il faut savoir que par exemple en France, là, on a plus de 30%, si ma mémoire est bonne, des produits bio qui sont importés. Donc ça veut dire qu'ils font des distances longues. Ouais. Donc, et puis on observe aussi un autre phénomène, c'est qu'il y a des exploitations bio qui s'industrialisent. Moi, je ne vois pas forcément quelque chose de très mauvais à ça, on pourra revenir sur les questions environnementales, mais le circuit court, si ça peut être intéressant et tout à fait louable et respectable pour renouer un certain lien avec le producteur, le consommateur, pourquoi pas, et puis c'est quelque chose qui peut aussi se faire en agriculture conventionnelle, mais c'est pas propre au bio. Le bio, il y a des exploitations qui font des dizaines de milliers d'hectares en Australie, par exemple, et ça n'a rien de la petite exploitation qui fait du circuit court. Et autre chose, le circuit court n'est pas forcément quelque chose de souhaitable. Alors intuitivement, d'un point de vue écologique, j'entends. D'un point de vue intuitivement, on va se dire oui, mais si c'est court et ça fait moins de transport, donc c'est plus écolo, parce qu'on a fait moins de pollution dans le transport. Et en fait, quand on regarde les études, il y a des études qui ont été très sérieuses, qui ont été menées par différents instituts, notamment une grosse étude qui a été menée par l'INRA en France, qui montre que la question du transport joue pour une part très minoritaire dans les émissions de CO2, par exemple. D'accord. Et si on compare, par exemple, l'exemple typique, c'est est-ce qu'il vaut mieux, c'était entre l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande, un Allemand, est-ce qu'il a intérêt à acheter son gigot d'agneau du producteur qui est à 100 km ou de la Nouvelle-Zélande qui est à plusieurs, peut-être à 10 000 km ou plus. Eh bien, si on regarde cet indicateur-là, les émissions liées au transport sont très faibles, c'est moins de 10%. Et comme en Nouvelle-Zélande, le climat est beaucoup plus adapté, les structures de production sont beaucoup plus intégrées, ça va être beaucoup moins polluant d'acheter un gigot néo-zélandais en Allemagne que d'acheter un gigot qui est à 100 km produit. Le circuit court, ça peut être intéressant, ça peut ne pas l'être, et donc ça n'est pas, à mon avis, une fin en soi. Mais du coup, l'argument écologique, on l'utilise beaucoup pour le circuit court, on l'utilise aussi pour le bio, on dit voilà, c'est plus écologique. Alors, c'est un débat qui est assez vif dans la communauté scientifique. Je me suis pas mal basé sur beaucoup d'analyses de la littérature, ce qu'on appelle des méta-analyses, pour évaluer le caractère écologique ou non du bio. Ce qui est globalement reconnu, c'est que le bio, quand on compare à l'hectare, le bio est plus écolo à l'hectare. D'accord. Sur un mètre carré de... Voilà. Parce que notamment il va produire moins, donc on va mettre moins d'intrants, de synthèse. Voilà. Maintenant, quand on regarde au kilogramme produit, c'est kiff-kiff. Bon, la pollution, elle se mesure sur plein d'éléments, sur le potentiel d'acidification, d'eutrophisation, la consommation d'énergie, l'érosion, tout un tas de phénomènes. Quand on regarde au kilo produit, c'est vraiment au coude à coude, ça dépend vraiment des cultures, ça dépend vraiment des endroits, mais il n'y a vraiment pas une spécificité en faveur du bio ou en faveur de l'agriculture conventionnelle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, il y a deux stratégies. Il y a la stratégie intensive et la stratégie extensive. Je simplifie énormément parce qu'on peut faire de l'intensif en bio ou de l'extensif en conventionnel, mais en gros, plus on fait de l'intensif, plus on augmente les rendements, plus moins on va avoir besoin d'espace. Oui. Plus on fait du rendement, moins on va avoir besoin d'espace, donc plus on libère de l'espace naturel. Et plus on fait extensif, plus on a des rendements faibles, plus on doit consommer de la surface. Et donc, d'un point de vue de la biodiversité, il y a une étude très récente qui est sortie qui montre qu'il vaut mieux de l'agriculture intensive pour la biodiversité parce que
on réserve plus d'espace naturel Ouais, je comprends. pour maintenir une certaine biodiversité. Donc cet débat, il n'est pas du tout évident en faveur du bio ou non. Et encore une fois, il faut revenir à mon avis à la philosophie de base du bio, qui est de dire on refuse en fait les pesticides de synthèse et les OGM. Et ça, c'est se mettre des contraintes artificielles, parce qu'on peut avoir des pesticides comme le glyphosate, je reviens dessus parce qu'il fait vraiment polémique en France, mais il permet de faire quelque chose qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols, et c'est une agriculture qui peut être beaucoup plus écologique que l'agriculture biologique, même à l'hectare. Parce qu'on va éviter le labour et on va mettre un peu de glyphosate, mais on va maintenir tout le temps un couvert végétal et une vie microbiologique du sol, et on va pas tout saloper avec du labour. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, et c'est pas le lien n'est pas du tout automatique, encore une fois, entre deux synthèses et naturel. Et le dernier élément, c'est les OGM. Là aussi, les études scientifiques sont très claires. On a un retour sur près de 40 ans de progrès des biotechnologies qui ont été testés, retestés par des dizaines de centres de recherche, et qui montrent qu'on n'a pas d'inquiétude particulière à avoir par rapport aux techniques traditionnelles de sélection végétale. Et les OGM, pour le coup, là, c'est une opportunité de faire baisser les pesticides. Donc moi, c'est vraiment ma grosse incompréhension vis-à-vis de la philosophie du bio, c'est le refus des OGM. Qu'on soit méfiant vis-à-vis des pesticides, c'est tout à fait normal. C'est des choses aujourd'hui, c'est entre guillemets un mal nécessaire, mais qu'on se mette une barrière philosophique, dogmatique contre les OGM, c'est quelque chose qui est pour moi incompréhensible. D'accord. Donc, Laurent, en tant que défenseur de l'économie de marché, tu concéderas quand même qu'un agriculteur qui s'est rendu compte que le bio lui permet de faire un chiffre d'affaires plus important, il va choisir ce mode de production et il fait simplement usage de sa liberté d'entreprendre. Et alors, où est-ce que c'est gênant dans ce cas-là, le bio ? Alors, globalement, je vais commencer, je ne réponds pas tout de suite, mais je vais juste dire quelque chose avant. La première chose, c'est que c'est tout à fait honorable et respectable et légitime qu'un consommateur s'inquiète et se préoccupe de ce qu'il y a dans son assiette. Ouais. Et quand on nous passe nos journées à nous dire dans les médias que c'est du poison et tout ça, oui, on s'inquiète légitimement. Maintenant, j'invite tout le monde à vraiment regarder les études scientifiques ou à lire des organisations de vulgarisation scientifique qui vont déconstruire un certain nombre de contre-vérités là-dessus. Et je pense que le bio n'est pas une réponse. Il y a des réponses à avoir, il y a des besoins de transparence à avoir, mais le bio n'est pas une réponse, parce qu'il n'est pas forcément, d'un point de vue sanitaire, il n'apporte rien, d'un point de vue nutritionnel, il n'apporte rien, et d'un point de vue écologique, il apporte c'est au coude à coude avec l'agriculture conventionnelle. Par contre, il va vendre beaucoup plus cher. Donc, et c'est vrai, même si l'agriculture bio est sous-performante, le producteur bio, il va vendre beaucoup plus cher ses produits, donc ça va être plus rentable en général. C'est ça, les analyses économiques des exploitations françaises montrent que le producteur bio est plus rentable. Mais il n'y a pas que ça à prendre en compte, en fait. Moi, je suis tout à fait pour la liberté de choix, et les gens ont le droit d'acheter du bio. Je leur dis juste que pour moi, c'est une tromperie, et faites ce que vous voulez, mais vous avez le droit de le faire. Et vous avez tout à fait le droit aussi d'avoir des producteurs qui produisent bio. Là où je pense qu'il y a une dérive, c'est qu'on a un État qui est extrêmement interventionniste et qui, sous la pression de ce que je considère être un lobby du bio, on a des mesures en faveur du bio qui faussent ce libre choix, en fait. D'accord. Et ces mesures, elles sont nombreuses. La première à laquelle on va penser, ça va être les subventions. Le bio, alors les défenseurs du bio vont me dire oui, mais toute l'agriculture est subventionnée. C'est vrai. Moi, je suis pour qu'on supprime toutes les subventions. Maintenant, quand on regarde vraiment les subventions au bio, elles sont plus importantes, notamment au kilo produit, qu'en agriculture conventionnelle. Ça, c'est ce que j'ai calculé, c'est ce qu'on montre dans le rapport de l'Institut de recherche économique et fiscale. C'est que, par exemple, un litre de lait bio, il est subventionné 50% de plus qu'un litre de lait conventionnel. Wow. Je prends cet exemple-là parce que le lait est une production qui est très subventionnée. Après, il y a d'autres productions qui sont un peu plus subventionnées, mais les subventions jouent très peu parce qu'elles sont peu importantes, comme la viticulture. Mais il n'empêche qu'il y a des mesures spécifiques qui subventionnent la conversion vers le bio et le maintien vers le bio. Le maintien, il y en a de moins en moins, mais c'est surtout la conversion. Et il y a pas mal d'études qui montrent que sans ces subventions,
il y aurait beaucoup moins de conversions, ou quand on les a arrêtées dans certains pays, les conversions, il y a eu des retours au conventionnel. Donc il y a vraiment un effet d'aubaine qui est lié à cet interventionnisme public. Et donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, on prend de l'argent des contribuables qui ne consomment pas forcément bio pour, en fait, les obliger indirectement à manger bio. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est les subventions qui, pour moi, faussent le marché là-dessus. Et le deuxième élément d'interventionnisme, c'est le label agriculture biologique. Parce qu'on ne s'est jamais posé la question de qu'est-ce que ça veut dire biologique. Biologique, ça vient de biologie, et biologie, c'est le vivant. Et moi, je ne connais pas un seul agriculteur qui cultive ou qui élève autre chose que du vivant. Ouais. Donc, d'un strict point de vue sémantique, toute l'agriculture est biologique. Donc, mais ce qu'ont réussi le tour de force du lobby du bio, c'est d'avoir un monopole, ce qu'on appelle un monopole intellectuel sur le mot biologique. Ouais. Et alors, peut-être que vous vous en souvenez, mais quand on était petit, il y avait des publicités pour des yaourts Danone qui s'appelaient bio. Ouais. Ah oui, je me souviens. Et Danone a été forcé de changer et de changer ça en Activia. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et bien ça, c'est un monopole intellectuel, alors que selon moi, il n'y a aucune raison que le bio, le non biologique, soit réservé à une pratique qui en pratique utilise des pesticides, qui refuse les OGM. Enfin, donc, c'est pas une définition. Voilà, ça jette un discrédit avec la caution morale de l'État. Le label AB, il donne une caution morale parce que c'est un label d'État qui dit, ça c'est le sous-entendu qui est pernicieux et qui est jamais dit, et c'est là que c'est vraiment pernicieux, c'est parce que c'est jamais dit officiellement, mais c'est que le label AB d'État, comme c'est l'État qui le fait, vu qu'on a confiance en ce que l'État dit sur les questions sanitaires, c'est forcément mieux pour la santé, c'est forcément mieux pour l'environnement, alors que c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas acceptable dans le fait que l'État cautionne cette approche qui n'est pas validée par la démarche scientifique. Et donc, je suis pour que le label bio, si des gens veulent un label, c'est tout à fait leur droit. Les premiers labels bio, ils ont été privés. Et donc, moi, je suis pour qu'on privatise le label bio et que ça reste quelque chose, une affaire privée, et que l'État ne mette pas sa caution morale. Et à part cet intermédiaire, en fait, qu'est-ce qu'il dit, l'État? Il dit qu'il y a une agriculture qui est vivante, qui est bonne, parce qu'elle est biologique, donc c'est le vivant, et puis l'autre, elle est non biologique, donc ce serait le mal, elle ne serait pas bonne. Donc c'est une sorte d'agri-bashing d'État. Je pense que les agriculteurs, en général, souffrent suffisamment de la pression administrative, bureaucratique de l'État, donc il faut, à mon avis, très bien, si des gens ont envie de s'amuser avec un label bio, pourquoi pas, mais qu'ils ne le fassent pas aux frais du contribuable et avec la caution morale de l'État. Ça, c'est le deuxième élément, après les subventions. Et enfin, le troisième élément, parce qu'il est aussi important, il y a une nouvelle loi qui a été votée, la loi Egalim, qui offre une rente aux producteurs bio dans les cantines. C'est-à-dire qu'à partir de 2022, les cantines devront acheter au moins 20% de leurs denrées en bio. Et donc ça, c'est un mécanisme de planification alimentaire qui est très classique. En fait, on offre une rente, je calculais qu'à l'IREF, ça fait plus d'1 milliard d'euros, donc c'est près de 15% du chiffre d'affaires actuel du bio, qu'on va offrir sur un plateau aux producteurs du bio. Ça va coûter plus cher, et la rente des uns et la taxe des autres, donc c'est le contribuable qui va payer derrière. Donc pourquoi pas du bio, mais faites-le avec votre argent et pas aux frais du contribuable. D'accord, j'ai bien compris. Écoute, merci beaucoup Laurent. Merci Constance. Pour toutes ces explications. Et puis si on veut en savoir plus, on peut lire ton rapport. Tout à fait. Qui est disponible sur le site de l'IREF. De l'IREF, tout à fait. Eh bien très bien. Merci beaucoup. Merci Constance.